Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire, ce web séminaire. Je suis très heureuse de vous retrouver aussi nombreux au premier séminaire via le web organisé par le Good Tourism Lab de M Capital. M Capital est un des leaders français de l'investissement privé qui accompagne les entrepreneurs en proposant des solutions de financement flexibles, agiles et diversifiées. Puisque nous intervenons aussi bien en equity, en quasi-equity ou en dette privée. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons ces entrepreneurs dans de nombreux secteurs d'activité et notamment dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, qui est le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons créé il y a quelque temps Good Tourism Lab, qui est une plateforme d'inspiration et d'expérimentation dédiée au secteur du tourisme. Je suis Julie Casqui, directrice d'investissement chez M Capital. J'ai en charge le déploiement du fonds tourisme Occitanie, qui est un fonds de prêt dédié aux acteurs du tourisme dans cette région. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble préparer la reprise, vaste programme, et essayer de l'anticiper au mieux dans un contexte de grande incertitude. Comme on vous l'a indiqué dans les invitations et dans les différents postes, nous allons répondre à plusieurs questions qui sont les suivantes. Comment préparer au mieux la sortie de crise? Comment s'adapter aux nouvelles attentes touristiques post-crise? Comment redonner confiance aux clients et aux collaborateurs des sites concernés? Quelles sont les aides qui sont faites pour le secteur du tourisme et pour les acteurs pour aborder au mieux cette reprise supposée ou annoncée? Pour nous aider à nourrir notre réflexion, je suis accompagnée de Didier Arinaud, directeur général du cabinet de conseil spécialisé ProTourisme. Bonjour Didier. Bonjour Julie. Merci, bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. Éric Druillet, qui est directeur du marché du tourisme au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Bonjour Éric. Oui, bonjour tout le monde. Merci à toi aussi. Et enfin, nous aurons le témoignage d'un acteur du tourisme, Adrien Pujol, qui est le directeur général. Bonjour Adrien. Vous êtes le directeur général du groupe Cité Hôtel. Vous allez chacun à votre tour nous apporter votre éclairage sur la situation et votre vision de la reprise dans notre pays. Ce webinaire se veut participatif. Nous allons essayer de vous donner la parole par plusieurs biais. Donc, vous allez pouvoir interagir avec les intervenants via deux solutions. La première solution, c'est l'onglet Q&R qui va vous permettre en bas de votre écran de pouvoir poser des questions à nos intervenants. Nous les sélectionnerons pour les interroger. Et enfin, une deuxième solution qui est le sondage. Tout au long de notre échange, je vous proposerai des sondages qui vous permettront de vous exprimer et d'exprimer votre avis sur les sujets qui seront abordés. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Didier de ProTourisme. J'ai eu l'occasion de lire votre interview pour Tourmag, qui date de début avril. Et je vous cite, pour éviter la catastrophe, il faudrait avoir une reprise de l'activité touristique au plus tard début juin. Didier, à quelques jours du déconfinement qui est prévu le 11 mai, qui est certes progressif, je vous pose la question, va-t-on éviter la catastrophe pour le secteur du tourisme? Alors, bonjour à toutes et à tous. Va-t-on éviter la catastrophe? On est quand même dans une situation assez paradoxale que la France est le pays où les pouvoirs publics aident le plus les professionnels du tourisme au travers de BPI France, des aides aussi concernant le chômage partiel. Mais en même temps, on est un des pays qui s'y prend certainement le plus mal dans le déconfinement pour notre secteur touristique. Parce que si le 11, il y aura un déconfinement, on a bien vu qu'il repoussait à la fin du mois des interventions sur ce que serait le déconfinement possible
pour le secteur du tourisme. Ce que l'on peut dire, c'est que, je le prends sous forme de boutade, c'est qu'on évite la noyade de bon nombre de professionnels du tourisme en leur sortant la tête de l'eau, mais on leur enfonce la tête dans le sable en donnant pas de perspective de réouverture et des règles et des modalités de cette réouverture. Les professionnels du tourisme ont travaillé sur un certain nombre de modalités permettant l'accueil des clientèles, à la fois sur la distanciation sociale, à la fois sur la capacité qu'ils ont à ouvrir ou à fermer telle ou telle prestation. C'est le cas dans le camping, c'est le cas dans les villages de vacances, dans les résidences de tourisme. Il n'y a que les hôtels qui peuvent être ouverts aujourd'hui et souvent ils sont fermés faute de clients. Mais en fait, on voit bien que derrière tout cela, il y a quand même une volonté qui est une volonté délibérée du gouvernement que le moins de Français possible puissent partir en vacances. Et donc la volonté, c'est limiter au maximum les flux. Et ce n'est pas anodin si le ministre de la Santé fait une déclaration il y a quelques jours dans le Parisien, relayée par le ministre de l'Intérieur, par le secrétaire d'État au tourisme. Notre secteur est véritablement un secteur qui inquiète les pouvoirs publics, d'une part parce qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'est la réalité du tourisme dans nos territoires, et deuxièmement, c'est parce qu'il y a une peur, qui est une peur panique même, qu'il puisse y avoir un développement de la pandémie dans des lieux touristiques qu'ils imaginent forcément surfréquentés et ingérables. Moi, je pense qu'il lui fallait faire exactement le contraire, c'est-à-dire donner des échéances d'ouverture, de pouvoir anticiper les endroits où les flux peuvent être gérés de façon assez facile, notamment dans les espaces naturels de la montagne et de la campagne. Enfin, on est quand même dans un délire absolu. Il y a 3 mesures reconnues partout dans le monde qui sont efficaces. C'est les masques, les tests et le traçage. Nous n'avons rien de tout cela, mais en revanche, nous interdisons les plages et les espaces de pleine nature. C'est franchement ridicule. Donc, mais c'est un état de fait. Donc, il faudra faire avec. Il y a la peur qu'on puisse avoir des flux très importants vers le littoral, notamment. Et chaque fois qu'il y a une prise de parole du gouvernement, dans la foulée, il y a un volume considérable d'annulation des clientèles touristiques. Depuis le confinement, il y a 6 millions de Français, dans notre étude, qui disent avoir renoncé à partir en vacances. Donc, on revient à une situation absolument incroyable. Cette année, on était sur des intentions records de départ en vacances, à la fois des clientèles françaises, mais aussi de la venue des clientèles étrangères. Ces clientèles étrangères, bon, on ne pourra pas y compter ou très peu, quoique parce que à partir du moment où l'espace Schengen n'est pas fermé, on pourrait aussi avoir des flux de clientèle. Espérons qu'elles ne feront pas que passer par notre pays pour aller en Espagne ou au Portugal, parce que pendant que nous, on est dans l'attentisme, il faut savoir que les Portugais viennent de lancer leur label sur le fait que leurs hébergements touristiques tiennent compte des mesures sanitaires et sont safe. Il faut savoir que les Grecs réouvrent leurs hébergements touristiques, que les îles espagnoles aussi, et qu'il ne faudrait pas qu'au bout du compte, nous soyons les derniers à ouvrir nos hébergements touristiques et les derniers surtout à prévoir les modalités de ces hébergements. Alors, la réalité aujourd'hui, c'est que bon nombre d'entreprises vont être en difficulté. On estime que nous avons d'ores et déjà, sur la saison estivale, perdu 50% du chiffre d'affaires. Ça pourrait aller jusqu'à 70% et des nuitées et du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur. Alors, quand on parle de tourisme et de vacances, nous, on sait très bien que c'est un secteur important, mais pour le grand public, les vacances, ça peut paraître pour certains un peu superficiel. Sauf que derrière, ce sont des pans entiers de nos territoires, de la ruralité, des vallées et du littoral, du balnéaire qui vivent du tourisme. Et au-delà de vous coupe 2 petites minutes, Didier. Je me permets de vous couper. Dans votre discours, on entend que vous n'ouvrez pas la porte à ce que les pouvoirs publics revoient leur position et puissent d'ici à l'été en quelque sorte permettre à ce tourisme
de repartir en ouvrant les plages. Je crois que le sujet n'est pas arrêté encore complètement, mais vous semblez dire qu'il y a vraiment peu d'espoir à ce qu'ils s'ouvrent un petit peu plus sur ce sujet-là. Je ne dis pas qu'ils n'ouvriront pas, mais ils le feront certainement au dernier moment, ce qui, de mon point de vue, est totalement contre-productif. Il eût mieux valu prévoir ces différents flux, mettre en place des mesures. Il y a des stations, notamment si on prend le littoral d'Occitanie, si vous prenez 2 stations comme la Grande Motte ou le Grau-du-Roi, il est clair que les plages en centre-ville, ces plages, il y a nécessité de les réguler. En revanche, quand vous allez vers l'Espiguette ou vous allez vers le Grand Travers, là, vous avez des kilomètres de plage dans lesquels la distanciation, elle est quand même facile. Enfin, on est quand même dans un délire absolu. Vous pouvez prendre le métro ou vous pouvez prendre les transports en commun. Vous pouvez même, les quelques vols qu'il y a, on l'a vu avec Air France, être à 40 cm les uns des autres, et on aurait une impossibilité à respecter la distanciation sociale sur les plages, dans les espaces de campagne ou de montagne. Enfin, les guides accompagnateurs qui amènent 10 personnes, franchement, la distanciation sociale, on peut la faire en montagne. Enfin, c'est tout simplement ridicule. On est vraiment dans le ridicule. Donc, bien sûr, peut-être qu'ils ouvriront, mais on voit bien le discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les services de santé qui ont la main. Il y a une peur panique du gouvernement de pouvoir être attaqué plus tard. Donc, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'il y a ce discours qui cherche à dissuader. On ne peut pas d'un côté dire on va soutenir les acteurs du tourisme et d'un autre côté, donc en fait, les professionnels du tourisme se font enfumer. Donc, on fait des réunions avec eux en leur demandant de travailler sur des protocoles. Mais la réalité, c'est qu'il y a une volonté délibérée de limiter les flux. Voilà. Et c'est ce qui risque de se produire pour bon nombre d'acteurs. Sinon, s'il y avait une prise en compte du modèle économique des professionnels du tourisme, eh bien, dans ces conditions, on leur dirait, voilà, vous avez 400 emplacements pour un camping, eh bien, vous n'en ouvrirez que 150 dans un premier temps, puis à partir du mois de juin, tant d'emplacements, puis on peut très bien gérer la distanciation sociale, on peut très bien gérer le sanitaire dans nos hébergements touristiques. Quand vous avez des mobil-homes qui sont à 15 mètres les uns des autres, je ne vois pas où est le véritable danger. Donc, ça n'est pas anodin tout cela. Et en plus, et ça, on voit aussi la faiblesse de notre organisation touristique, c'est que le secrétariat d'État au tourisme, c'est le secrétariat d'État aux affaires européennes et en charge du tourisme, qui est lié au Quai d'Orsay, avec comme ministre de tutelle Jean-Yves Le Drian. Ça veut dire que la machine administrative, c'est le Quai d'Orsay, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Donc, ils reçoivent des notes à un moment donné sur… alors, c'est très bien lorsqu'il faut aller chercher les Français à l'étranger, là, c'est très efficace. C'est très bien quand il s'agit de parler ou de la promotion à l'étranger de la destination France. En revanche, quand il s'agit du développement territorial, des stations, des professionnels du tourisme, on voit que là, il n'y a plus personne. Et c'est Bercy qui reprend la main, et heureusement, avec des aides, mais considérables. C'est-à-dire que ces aides, elles sont absolument colossales pour notre secteur, à la fois sur le chômage partiel et sur les aides de BPI. D'ailleurs, ce qui est bien normal, hein, parce que les professionnels, ils n'ont rien demandé à personne. Ils étaient tout simplement en train de travailler, ils n'avaient pas besoin d'aide au départ, ils avaient juste besoin de bosser. Donc, il y a une situation exceptionnelle. Bien évidemment, personne n'y est pour rien dans le cadre de cette pandémie. En revanche, là où les pouvoirs publics sont pour quelque chose, c'est dans les mesures que l'on prend et dans la façon dont on gère la crise. Ça, c'est une autre affaire. Donc, sur la mobilisation financière, elle est considérable, mais elle ne suffira pas à sauver d'ores et déjà. On estime qu'un quart des entreprises touristiques disparaîtront. Et il y a beaucoup de nos entreprises qui sont de toutes petites entreprises. Si on reprend les chiffres, on a à peu près 40% des entreprises où il n'y a pas de salariés. Ce sont des indépendants. Il y en a environ 40% où il y a entre 1 et 10 salariés. Donc, on a déjà 80% des entreprises qui sont de toutes petites entreprises. Et le reste, bien évidemment, les cas de figure sont très différents. Pour les restaurateurs parisiens de Montmartre qui vivent de la clientèle étrangère et d'une clientèle francilienne, qu'il n'y ait pas de saison estivale, ils s'en moquent, au sens que, de toute façon, quand bien même ils ouvriraient, ils ne pourraient pas générer un chiffre d'affaires important. En revanche, la situation n'est pas du tout la même si on est restaurateur sur le littoral et là où on est en extérieur, qu'on a 200 mètres carrés de terrasse, là, les élus locaux pourraient leur proposer, de façon à gérer la distanciation sociale,
exceptionnellement, d'agrandir leur terrasse de façon à gérer cette distanciation. Tout ça doit se prévoir. Si on l'avait fait aussi pour les plages privées, si on l'avait fait pour les hébergements touristiques, les villages de vacances, aujourd'hui, dans d'autres pays du monde, il y a des villages de vacances qui sont ouverts. On sait comment gérer cette distanciation sociale. Et je ne vois pas pourquoi ça serait plus compliqué de le faire dans un camping ou dans un village de vacances que dans un hôtel. Donc, c'est bien qu'il y a une non prise en compte, une méconnaissance de ce qu'est la réalité de ce secteur. Donc, une fois que tout cela est dit, comment on procède? Eh bien, d'abord, il y a ceux dont le modèle économique ne leur permettra pas d'ouvrir dans de bonnes conditions et ceux-là resteront fermés. Il y a ceux qui se disent et qui ont besoin, qui ont une nécessité à faire un bout de saison touristique parce qu'ils ont besoin de générer un peu de trésorerie et ceux-là, ils feront comme ils peuvent et en fonction des possibilités d'ouverture. Et puis, il y a ceux qui sont organisés, qui ont déjà un volume de clientèle important. Je le vois dans nos clients dans l'hôtellerie de plein air, ils ont des réservations qui couvrent environ 50% des taux d'occupation sur juillet-août déjà, en attendant les réservations de dernière minute. Donc, eux, à l'évidence, ils ne vont pas fermer. La seule chose, c'est qu'ils aimeraient savoir dans quelles conditions ils vont pouvoir ouvrir, à la fois, bien évidemment, leurs hébergements, mais aussi la piscine, la restauration. Est-ce qu'ils ne feront que du take-away ou est-ce qu'ils pourront avoir un bout de restauration à table, les clubs enfants, enfin, tout ce qui peut… Est-ce que pour certains, ce n'est pas l'occasion de commencer des travaux de rénovation, de montée en gamme, de complément d'offres qui étaient prévus ou anticipés avant la crise et de se dire, bon, quitte à avoir un taux d'occupation incertain, je ferme, j'y vais à fond, je remets mon hôtellerie de plein air, mon hôtel, mon parc sur les rails des attentes pour reprendre mieux en 2021. Encore faut-il le pouvoir. Mais bon. Voilà. Si je suis un hôtelier urbain, parisien, bien évidemment, là, je sais que l'année jusqu'en 2021, ça va être compliqué. Ils dépendent à plus de 50% des clientèles étrangères. Donc, à l'évidence, ils peuvent se dire, c'est le moment de faire les travaux et de se mettre en ordre de marche pour 2021. Ce n'est pas du tout le même cas de figure. Si on est dans une situation d'un tourisme saisonnier pour lequel il faut faire cette saison pour engranger de la trésorerie, parce qu'à partir du mois d'octobre, il n'y a plus d'activité. Donc, on a des situations, il n'y a pas un tourisme, il y a des formes de tourisme, il y a différents types d'opérateurs avec des modèles économiques. Si vous expliquez à un parc de loisirs qui fait l'essentiel de son chiffre d'affaires, il y a 2 mois les plus importants, c'est le mois d'août et le mois de mai, pour les parcs à thème et les parcs de loisirs. Eux, s'ils ratent la saison, ce n'est pas en octobre que le Futuroscope ou le Puy du Fou va faire son chiffre d'affaires. Donc, on a des modèles totalement différents. Il n'y a pas un type d'entreprise touristique. Et c'est pour ça que ça suppose de faire du cas par cas. Ça suppose de revoir les prévisionnels au cas par cas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est très important de prévoir l'après. Et on peut espérer un monde merveilleux, un grand soir avec un tourisme beaucoup plus vertueux, beaucoup plus de proximité, un tourisme à l'année plus respectueux des populations, bien sûr, évidemment. Mais le monde de demain, ça peut être le même que le monde d'hier, en pire. C'est aussi, il y a plusieurs hypothèses. Comme dirait l'autre, la prospective est toujours compliquée, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Mais ce que nous, on voit, c'est que c'est plus facile de procéder aux mutations quand on est dans une situation financière saine que si on est fragilisé, bien évidemment. En revanche, et ça met au cœur du sujet le fait que nous disons chez ProTourisme depuis des années, nous devons avoir un tourisme qui est un tourisme de précaution, c'est-à-dire un tourisme basé sur le 4 saisons ou à minima 3 saisons. On doit avoir un tourisme avec une clientèle qui est une clientèle de proximité et de périproximité conséquente quand on le peut, pas quand on est un hôtel haut de gamme et qu'on dépend à 70% des clientèles étrangères. Faut avoir un tourisme qui est un tourisme diversifié dans les approches, dans les clientèles, parce que si un pan de ces clientèles vient à s'écrouler, on sera en difficulté. Mais
par exemple, si on prend la proximité, les 100 km, la clientèle qui va dormir dans un hébergement touristique marchand à 100 km de chez soi, mais c'est 2% du marché. Je veux dire, c'est autant fermer les entreprises si c'est ça. C'est 2% du marché, c'est totalement ridicule. Donc, bien sûr, une région comme la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, il y a un quart des clientèles touristiques qui viennent de la région. Et puis, environ 15% des régions de proximité. On est entre 40 et 50% suivant les lieux. Mais il y a les 50 autres pourcents, dont 20% de clientèle étrangère, et puis des clientèles qui viennent des gros bassins émetteurs, le bassin parisien, le nord et l'est de la France. Donc, il est clair que si on vous laisse que la clientèle de proximité, vous ne pouvez pas vivre avec la clientèle de proximité. Un restaurateur peut vivre peut-être avec une clientèle de proximité lorsqu'il est dans une station balnéaire à proximité de Montpellier, dans lesquelles il a une clientèle qui est une clientèle de proximité qui remplit son restaurant, ou sur le bassin d'Arcachon où il y a beaucoup de restaurants qui vivent essentiellement avec une clientèle qui est une clientèle, pas seulement d'ailleurs qui va dans les hébergements marchands, mais qui est dans les résidences secondaires ou qui est venue voir les parents et amis, etc. Mais dans le modèle, il est évident qu'il y a nécessité de pouvoir avoir des flux. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, il est évident que cette saison sera catastrophique. Alors, donc, justement, quand même que 6 millions ont renoncé. Je vous coupe parce qu'il y a une question qui est en lien avec ce que vous venez de dire et je la pose. Malgré le discours dissuasif du gouvernement, pensez-vous que nous pourrons circuler librement en France cet été? Je n'en sais rien. Je ne suis pas décisionnaire. Je suppose qu'on sera dans l'obligation parce que tous les pays commencent à déconfiner. Tous les pays commencent à se remettre en ordre de marche. Et comme malheureusement, on est souvent dans notre pays des suiveurs et pas de ceux qui anticipent, on le voit, les parcs de loisirs ont réouvert en Allemagne, il y a bon nombre de pays qui ont réouvert les restaurants, il y a des pays qui réouvrent les hébergements touristiques, qui ont anticipé. Nous, on nous dit, attendez à la fin du mois le grand discours gouvernemental qui vous expliquera ce que vous devrez faire, petits professionnels du tourisme. Mais est-ce que les Français actuellement sont en train de réserver? Qu'est-ce que vous entendez? Ah ben bien sûr que non, parce qu'en fait, on les a stressés, les Français. On leur a expliqué qu'il ne fallait pas qu'ils partent en vacances, que l'extérieur était quelque chose d'abominable. Et effectivement, cette pandémie, elle est forte, mais on est quand même avec des taux dans certaines régions, avec des taux de mortalité qui sont extrêmement faibles, eu égard au volume de la population. C'est le cas notamment dans tout le sud-ouest et l'ouest de la France, forte dans certaines régions, comme l'Île-de-France et la région Est. Mais là aussi, il n'est pas du tout évident. Moi, je reste optimiste. Peut-être qu'on aura très rapidement une diminution très forte de cette pandémie. Il y a autant d'experts dans le monde qui partent du principe qu'on arrive au bout de cette pandémie que de ceux qui vous parlent de deuxième vague ou de rebond. En fait, on n'en sait rien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faudra quand même se préparer, quand on est professionnel du tourisme, à activer une information auprès de ses clientèles pour pouvoir récupérer les réservations de dernière minute. Mais plus le temps passe, plus on met dans la tête des Français que l'extérieur est dangereux et qu'ils sont mieux chez eux, avec une situation ridicule. C'est-à-dire ils ont le droit d'aller faire leurs courses en étant à 1 mètre les uns des autres, mais ils n'auraient pas le droit d'aller dans des espaces naturels, dans des lieux touristiques où, franchement, on peut arriver à gérer la distanciation sociale. Le pire, d'ailleurs, ça serait ça serait des flux très importants au dernier moment, en proximité, sans faire travailler les hébergements touristiques, avec des clientèles comme en 2008-2009 qui se rueraient à la plage les week-ends et dans lesquels on n'aurait ni les retombées économiques, ni les retombées sociales. En revanche, on aurait tous les risques, effectivement, de mauvaise gestion de la distanciation sociale. C'est ça il est là le véritable risque. Et on pourrait avoir des flux considérables à un instant T, au moment où on aura déconfiné et en disant maintenant il n'y a plus de danger, mais ça sera à ce moment-là peut-être trop tard pour les acteurs du tourisme qui n'auront pas eu le temps de s'y préparer. Pour essayer de tenir le timing, parce qu'on vous écouterait pendant des heures, hein, Didier, mais c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs questions qui se posent encore. Où est-ce qu'on en est d'un plan de relance du tourisme à l'échelle européenne? Donc ça, à voir, ou européenne, puisque c'est l'échelle.
Ensuite, il y a plus une remarque ou une proposition. Il faut que l'ensemble des acteurs touristiques privés et publics interviennent auprès du gouvernement et du secrétaire d'État et des préfets pour autoriser tous les départements à accueillir dans le périmètre des 100 km les touristes de proximité dans tous les hébergements, hôtels, campings, meublés touristiques, chambres d'hôtes. C'est un message de Jean Micou, qui est directeur de Lot-Garonne Tourisme. Pour le plan de relance, on a quelque chose au plan… Bon, alors, déjà, moi, les 100 km, je trouve que c'est largement insuffisant. Dans des régions où il y a très peu de circulation du virus, on pourrait très bien dire sur des régions qui sont peu touchées, aller jusqu'à 250 ou 300 km. Là aussi, on a une règle qui est définie par l'État pour tout le monde, toutes les régions. À un moment donné, il faut faire preuve de pragmatisme. On ne peut pas traiter exactement de la même façon des régions où il y a très peu de circulation, qui sont des régions où il y a une clientèle de proximité, et puis des endroits où il y a une très forte concentration urbaine. Parce qu'une fois qu'on va lâcher la bride, il va se passer quoi? Là, ils pourront circuler comme ils veulent, hein, les clientèles parisiennes. Vous pensez qu'on va les empêcher de partir tout l'été? Je n'y crois pas une seconde, vous entendez bien, pas une seconde. Donc, il est évident que tout ce flux qui pourrait se faire dès le mois de mai, celui-là, il est perdu et c'est dommage. Quant au plan de relance, je vais vous dire, et c'est presque cousu de fil blanc cette affaire, on va nous ressortir les vieilles recettes, c'est-à-dire qui a été mis à la tête du plan de relance? Quelqu'un qui est tout à fait estimable d'ailleurs, c'est Sébastien Bazin, le patron du groupe Accor, qui vient de Colonie Capital, donc il y a un financier pur et dur. Il parle de ROI, il va parler d'EBITDA. Je rappelle quand même que le groupe Accor fait l'essentiel de ses investissements à l'étranger, mais le siège est en France, c'est-à-dire qu'il bénéficie du chômage partiel en France. Donc, et on a aussi Sven Boinet, qui est aussi quelqu'un de tout à fait éminent et respectable, chacun défendant ses intérêts, et ça peut se comprendre. C'est le groupe Lucien Barrière. Ils sont où les territoires là? Il est où le tourisme français? Ce qui fait l'essence même de notre tourisme, à la fois dans une vocation économique, sociale, territoriale. On a l'impression qu'il n'y a aucune leçon qui a été tirée. On ne fait pas du tourisme pour de l'économie. Il y a des hommes, des femmes, des territoires derrière. 50% de la pêche française est commercialisée via les restaurants. Bon nombre de nos territoires, de la ruralité, des vallées, des montagnes ou du littoral vivent essentiellement du tourisme. Un tiers de l'économie corse. Donc, on doit raisonner en fonction des territoires. On ne doit pas aider à une reprise, un plan qui va consister à dire, je le vois déjà, c'est comme tous les plans, on va faire la promotion à l'international pour faire revenir les clientèles étrangères. Ce n'est pas ça dont on a besoin. On a besoin de choses extrêmement pragmatiques sur nos territoires. C'est cela, c'est un tissu, un corps social. Je le dis et j'en suis désolé de le dire. Le problème, c'est que s'ils n'intègrent pas ces données, mais si les Français ne peuvent pas partir en vacances, il va y avoir des troubles sociaux considérables. On va avoir des pans entiers de nos territoires où il y a déjà moins de services publics, qui vont être désertifiés. On va avoir une montée considérable des extrêmes parce que les gens n'en pourront plus. Donc, c'est très important, au-delà du tourisme. Bien sûr, il y a nos 2 millions d'emplois dans le secteur du tourisme, mais il y a aussi tous ceux qui vivent autour du tourisme, les agriculteurs, les viticulteurs. 40% des rosés de Provence sont commercialisés sur place via l'activité touristique, via les restaurants. On a un corps social qui a besoin de ça. On a des Français qui ont besoin de partir en vacances. Et aujourd'hui, on a donc la diversité de nos territoires et de nos hébergements touristiques. Il y a aussi le tourisme social et associatif qui sont prêts. Mais si on leur dit, pour les colonies de vacances, vous mettrez un enfant par chambre, ils disent, bah non, on ferme. C'est même pas la peine d'ouvrir. On ne peut pas mettre un enfant par chambre. Alors, ils auront le droit d'aller à l'école, d'être 15, 12 par classe, mais en revanche, en colonie de vacances, ils seront un. Alors, on a un grand discours sur les pauvres qui ne peuvent pas partir en vacances, et ça serait bien de leur proposer des activités culturelles. Mais franchement, on se moque de qui, là? Vous croyez que du jour au lendemain, on va leur expliquer qu'il faut qu'ils regardent Arte, et ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas envie de ça à ce moment-là. Ils ont envie de pleine nature, de campagne, de montagne, d'aller à la mer. Tous ceux qui auront été confinés pendant 2 mois, qui vivent dans des espaces relativement restreints et qui se sont supportés en famille. Certains, d'ailleurs, étaient très heureux de se retrouver. Mais à un moment donné, ils vont avoir besoin de reprendre l'air, que les enfants jouent avec d'autres enfants, que les parents retrouvent leurs activités, qu'ils retrouvent leurs copains. Mais enfin,
on n'est pas dans un monde. Il y a la vie, il y a la maladie, et là, mais il y a aussi la vie derrière. Et la vie de nos concitoyens, c'est aussi la vie des entreprises. Parce que sinon, on va générer beaucoup plus de morts que les morts du Covid, entre les catastrophes économiques, les gens qui ne se font pas soigner aujourd'hui. Donc tout ça doit se prévoir, ça doit s'anticiper. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pour les professionnels du tourisme, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils doivent déjà raisonner le lendemain. Comment on va procéder demain? Quelles seront les tendances? Est-ce que justement, parce qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour de ce thème-là, est-ce qu'il ne se fédérerait pas pour avoir une stratégie de communication vis-à-vis des touristes pour essayer de rassurer et faire venir les touristes dans le respect de ce qui est possible de faire. Bien évidemment, on sait que les hôtels peuvent ouvrir. Et est-ce que petit à petit, à force de stratégie de communication et en fédérant les acteurs, peut-être qu'on pourrait arriver à inverser la tendance? Alors, d'abord, les clientèles, elles n'ont pas besoin de communication, elles ont besoin d'information. À un moment donné, il va falloir remettre les basiques. Ils veulent savoir si je vais à tel endroit, que puis-je faire, quelles sont les activités que je pourrais pratiquer, combien ça coûte et quelles mesures vous avez mis en œuvre pour ma sécurité sanitaire. Voilà, c'est cela dont elles ont besoin. Elles n'ont pas besoin de grandes campagnes de com où on leur dit que tel territoire est merveilleux. Ils ont besoin d'informations. Il faut des choses basiques. Aujourd'hui, les gens, ils sont inquiets. On ne gomme pas le frein aux vacances en leur disant « c'est formidable ». On gomme les freins au départ en vacances si on leur explique ce qui a été mis en œuvre. Et aujourd'hui, tant du point de vue des élus que du point de vue des territoires, je n'entends pas de démarche, je ne vois pas de démarche. Si on parle de com, mais je ne vois pas de démarche qui consiste à dire « eh bien voilà, dans notre station, comment on va gérer les flux ? Dans notre station ou sur nos territoires, les professionnels se sont mobilisés. » On attend beaucoup de démarches nationales qui, de mon point de vue, n'arriveront pas. Donc, c'est très important, on a encore le temps de se préparer à cela et à avoir une communication structurée. J'ai entendu et j'ai fait un certain nombre de missions avec des maires que je ne citerai pas parce que je ne veux pas être désagréable avec eux, mais où la communication est catastrophique. Certains disant ah oui, bah nous on a besoin de l'activité touristique, bah alors comment vous allez faire par rapport aux plages? Ah bah alors là, les plages, on n'en sait rien, mais de toute façon, on risque de les fermer. Super, ça donne envie aux gens de venir. Ou alors, ah mais nos plages, de toute façon, on va réguler maintenant, les gens achèteront des tickets pour pouvoir aller à la plage. Ça donne vachement envie aussi, on se sent libéré, au lieu d'avoir un discours qui est un discours construit. Alors, il y a d'autres maires qui ont un discours construit. Je pense au maire de Lacanau, qui s'est exprimé plusieurs fois, qui a montré ses kilomètres de plage. Je pense au maire de la Grande Motte, qui est intervenu en montrant. Donc, c'est très important que les élus puissent avoir un discours aussi positif. Mais au-delà du discours positif, ce n'est pas raconter n'importe quoi pour rassurer nos concitoyens et ne rien prévoir. C'est prévoir comment on va gérer ces flux cet été. Parce que j'en fais le pari, on aura des flux cet été. Donc, si on n'anticipe pas, on risque d'avoir des problèmes. Et en plus, plus on l'aura anticipé, plus on aura géré les choses, plus on sera dans un cercle vertueux. Parce que cette pandémie, elle peut aussi nous inspirer sur la façon de se préparer à peut-être de futures pandémies. Ça ne sera peut-être pas le Covid-19, mais autre chose. C'est aussi un bon moyen de s'y préparer. Et puis, globalement, je crois il y a un modèle qui était un modèle de tourisme. Ce modèle, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. On ne va pas avoir une fin absolue du tourisme de masse. Ça, je n'y crois pas. D'abord parce qu'on a une croissance de la population mondiale. Et même si cette année, on a une baisse, et peut-être en 2021, peut-être en 2022, mais on a, avec l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation du niveau de vie, on a l'augmentation du tourisme. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faudra qu'on se mette à gérer des flux, quelquefois en étant beaucoup plus restrictifs. Mais pour les hébergements touristiques, pour les activités, ça suppose de penser effectivement le monde de demain et de proposer une alternative sur des séjours avec du contenu, avec de l'expérience, en lien avec les territoires. Et c'est très important de s'y préparer. De la même façon, et ça c'est un point fort, on nous dit, bah oui, mais les gens, du coup, ils iront à un tourisme de proximité de façon naturelle. Non mais, attendez, les gens, ils ne vont pas aller n'importe où, n'importe quand, sous prétexte que c'est la proximité. Encore faut-il qu'il y ait une offre de qualité, sinon ils restent chez eux. Il n'y a qu'à voir la croissance du nombre de piscines dans les maisons. On va avoir aussi un mouvement, peut-être parce que
avec la concentration dans les villes, avec la peur des transports en commun, on a des gens qui achètent de plus en plus. On a le retour du périurbain. On risque d'avoir cette tendance. Donc, les gens, ils vont avoir leur maison un peu plus loin, ils vont faire du télétravail, ils auront leur piscine. Donc, chez eux, c'est relativement confortable. Donc, encore faut-il leur donner envie de pouvoir acheter et d'aller à l'extérieur. Et puis, tous ceux qui ont été victimes du tourisme, parce que nous, on est aidés en France. Il faut dire qu'on est quand même… il y a eu des aides et à la fois sociales et économiques. Mais quand on prend le Maroc, la Tunisie, tous les pays lointains, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Italie, eux, en 2021, ils vont chercher à regagner les clientèles et notamment les clientèles françaises. Donc, on va se retrouver avec une concurrence qui va être encore plus forte peut-être en 2021. Et donc, il faudra penser, c'est qu'est-ce qui nous distingue des autres. Et c'est là que quand on fait une comparaison avec l'Espagne sur les plages, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est du niveau du café du commerce, là, les raisonnements des pouvoirs publics. L'Espagne, on a de la verticalité. Donc, on a énormément de concentration de population c'est pas du tout le cas de la France. Ils n'ont pas de tourisme rural, peu de tourisme de montagne. On n'est pas du tout dans la même configuration. Donc, c'est quoi notre tourisme alternatif? Que propose-t-on? Mais en termes de qualité, il suffit pas de dire les gens iront vers le vert. D'abord, on a affaire à des urbains qui partent en vacances. Souvent, ils sont incapables de faire le distinguo d'un frêne, d'un boulot ou d'un chêne. Donc, si on veut qu'ils aillent vers la ruralité, vers le tourisme vert, encore faut-il leur donner les outils de découverte de ces territoires. Ça suppose d'avoir des choses à faire. Didier, justement, c'est une transition parfaite. J'ai réalisé un sondage que je vais proposer aux participants. Je le lance immédiatement. Je ne sais pas si vous le voyez j'imagine. Les usages touristiques seront-ils modifiés suite à l'actuelle crise sanitaire? Oui, durablement. Oui, partiellement. Non, il ne s'agira que de modifications très temporaires pour un retour à la normale. On vise ici, bien évidemment, la distanciation sociale dans l'activité. Est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? Donc, les gens sont en train de voter. Ça bouge encore. Je vous laisse encore quelques secondes pour vous exprimer. Et je vais mettre fin au sondage. Bien, et je vais vous le partager. Donc, vous le voyez, 56% pensent que ce sera juste partiel. Donc, je suppose que on entend par là peut-être qu'il y aura le maintien de certains aspects. Par exemple, on sera plus partisan de consommer du local et moins de l'international, peut-être, c'est peut-être ça que le panel voulait dire, ou alors de dire on repartira à l'étranger, mais nous ferons attention d'aller dans des sites qui proposeront de la distanciation sociale et de ne pas avoir des bungalows les uns juste à côté des autres ou ce genre de situation-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier? Alors, je pense que j'ai envie de dire oui. Moi, si je devais répondre à cette question, je serais très embêté, je vais vous dire. Parce que oui, il y aura des usages qui vont s'inscrire durablement, la prise en compte de l'environnement, le caractère en lien avec les territoires, le caractère plus inclusif, le développement des productions locales, des savoir-faire locaux, oui, ça de façon assurée. Je suis d'accord aussi avec le oui partiellement pour une raison simple, c'est que dans le volume total des clientèles, on a beau parler de la prise en compte de l'environnement. Vous avez vu que quand ils ont ouvert le McDo, il y avait 3 km de queue pour aller chercher un Big Mac à emporter avec des frites. Vous imaginez donc il y a aussi ça, c'est aussi la réalité de la consommation. Donc il y a des gens qui en auront strictement rien à faire de tout cela. Et s'ils peuvent avoir un séjour à 500 €, tout compris dans une destination de tourisme de masse, ils le feront. Et plus on aura de crise économique, plus ça renforcera ce tourisme de masse. Parce que moins les gens pourront partir en vacances, plus ils voudront accéder à quelque chose de simple, du soleil plage avec un bon rapport qualité-prix, même si c'était en tendance descendante, à partir du moment où ils auront des difficultés à partir en vacances. Et puis, ce qu'il y a de certain, c'est que nos territoires, nous n'avons pas d'autre choix.
Nous n'avons pas d'autre choix que la qualité parce que nous serons toujours plus chers que d'autres destinations. Nous n'avons pas d'autre choix que le travail en lien avec la réalité des patrimoines de nos territoires. C'est ce qui fait notre force. Quand on dit, c'est absolument formidable quand même d'avoir toutes ces identités territoriales. Je pense à la côte occitane, entre le pays catalan, cette image du Roussillon, de la Catalogne, de notre côté, le pays camarguais à l'autre bout, entre les deux, le pays cathare, l'univers Languedoc, les stations, etc. On a une diversité. Le pays, l'arrière-pays, les patrimoines. Donc, il faudra qu'on ait un tourisme beaucoup plus en lien avec la réalité de ces territoires. Et puis, non, si c'est que les gens renonceront totalement à un tourisme, non, je ne pense pas. Je pense qu'on aura un distinguo entre les vacances et le voyage. Je m'explique. Le voyage, il sera préparé, plus lointain, plus cher, peut-être sur un laps de temps plus long. Et ce voyage, il sera peut-être moins fréquent, mais il continuera à perdurer parce que c'est la part de rêve et de découverte. Et puis, on aura un tourisme de vacances qui sera beaucoup plus un tourisme de proximité, certes, mais pour qu'il y ait un tourisme de proximité, il faut qu'il y ait une attractivité de la proximité. Et donc, c'est cette proximité qui doit se travailler. Et je pense notamment à des vacances. On aura des vacances d'été tronquées. En tout cas, celles de printemps, elles n'existent pas. On aura des vacances d'été tronquées. En revanche, on va avoir des vacances de la Toussaint. Et là, c'est typiquement la période où on a de la demande, parce qu'il y a 15 jours de vacances pour les enfants, et très peu d'offres accessibles, intéressantes. Il fait mauvais partout dans le monde aux vacances de la Toussaint. C'est les cyclones côté des Caraïbes, c'est la mousson en Asie, il ne fait pas si chaud que cela dans les pays du Maghreb. Donc, c'est là où, alors en France, il ne fait pas très beau non plus, mais c'est là où ça suppose d'être inventif. Et quand il fait beau, comme au mois de février, on a des flux de population qui vont, y compris sur le littoral, alors qu'avant, on n'avait pas cette existence. Donc, on doit le raisonner véritablement en tourisme, 4 saisons, en modèle économique, en différenciation au travers des produits en fonction des saisons. Et moi, je suis marqué et fasciné de façon négative par la communication qui est toujours la même. Les images des offices de tourisme sont très souvent, à quelques exceptions près, les mêmes, que ce soit en hiver ou en été. On devrait avoir sur les pages web, on devrait avoir des images et des produits d'hiver avec des images d'hiver. On n'a pas besoin de nous montrer un grand soleil avec une plage fabuleuse, avec des gens qui se baignent. Ça, c'est valable pour l'été, mais on doit avoir d'autres images. Alors, il y a ceux qui le font, mais globalement, ça n'est pas fait. Et puis, je vous remercie, Didier. On va rentrer dans le règne de l'information et du marketing ciblé. Je suis désolée, Didier, je vous coupe la parole. Je n'aime pas ça, mais je suis obligée. Il est déjà 11h45, donc c'était l'heure à laquelle on devait presque terminer. Je vais juste vous faire un deuxième sondage et passer la parole à Éric Druillet. Le deuxième sondage concerne les projets d'investissement que les acteurs du tourisme ont actuellement. Donc, ce sondage s'adresse aux acteurs. Est-ce que la crise sanitaire aura pour effet de revoir à la baisse vos projets, de les reporter, de les annuler, ou vous n'avez pas de projet? Donc, bien évidemment, seuls les acteurs du tourisme présents répondent, d'autant que je sais qu'il y a des institutionnels locaux qui sont peut-être moins concernés. Et il y a aussi des investisseurs et des banquiers. Je vous laisse répondre encore un peu et je mets fin au sondage et je vous le partage. Donc, vraisemblablement, les acteurs du tourisme entendent reporter leurs projets. Donc, ce qu'on disait sur j'en profite pour fermer et faire les travaux tout de suite, ça concerne a priori, enfin, en tout cas, ce n'était pas une proposition que j'avais faite. Peut-être que du coup, ils reverront leur jugement. De revoir à la baisse ces 22%, de reporter ces 60%, de les annuler simplement 7%, ce qui est un bon signal et c'est plutôt rassurant, et 10% qui n'ont pas de projet. Je ne vous repasse pas la parole, Didier, parce que sinon, je n'arriverai pas à vous la reprendre. Donc, je vais passer la parole à Éric Druillet en te posant une question, Éric, que je reprenne mes notes, désolé.
comment les banques, et notamment le groupe Crédit Agricole, ont accompagné les acteurs pendant cette période délicate et comment entendent-elles les accompagner pour favoriser la reprise, qu'elle soit proche ou lointaine, de l'activité touristique. Merci Julie, bonjour à tous. Bon, je vais simplifier ma présentation. Je vais m'en tenir à rappeler rapidement les mesures publiques qui ont été mises en place. Au premier titre, je vais vous donner des précisions quant au niveau où on se situe dans la distribution des prêts garantis par l'État. Parce que je partage tout à fait la vision de Didier sur la situation du tourisme. Je me veux être aussi encore optimiste, mais on sent quand même dans notre clientèle de professionnels du tourisme une anxiété de plus en plus grande, tout simplement parce qu'on est dans l'incertitude quant à des dates qui sont aujourd'hui je dirais vital de connaître dans les plus brefs délais pour s'organiser. Sur les mesures d'État, ce qui a été fait en premier avec le prêt garanti d'État, c'était de permettre de réinjecter de la trésorerie dans les entreprises qui ne pouvaient pas exploiter toute l'activité du mois de mars, de mai et peut-être en partie d'avril, de mai, mais peut-être en partie de juin. On est aujourd'hui à des montants relativement significatifs et on a traité plus de 100 000 dossiers PGE au niveau national. On dépasse les 20 milliards de prêts réalisés. Mais cette solution, c'est une solution qui est une solution temporaire et qui commence à générer une attitude relativement anxiogène parce que nos clients se rendent bien compte que ce prêt de trésorerie qui leur permet de tenir et de masquer un peu la réalité de la situation, est-ce qu'ils seront en mesure de le rembourser selon les conditions qui aujourd'hui sont connues, hein, c'est-à-dire avec un remboursement qui commencera un an après le versement de ces sommes et qui devra au maximum être remboursé sur 5 ans. Donc, par rapport à ces mesures d'État, je ne reviens pas sur toutes les enveloppes liées au maintien d'activité, d'exonération de cotisations sociales et autres. Je vais plutôt m'attarder à vous détailler ce que le groupe Crédit Agricole a fait en accompagnement des mesures d'État. Tout d'abord, on a mis en place un geste mutualiste pour apporter une aide financière directe aux professionnels de la filière en lien avec les pertes d'exploitation qu'ils ont subies. Il y a une enveloppe de 220 millions d'euros qui a été débloquée et les professionnels sont en train de percevoir ces sommes. La prise en charge des loyers en tant que bailleur institutionnel dans toutes nos filiales. L'accompagnement du PGE, je vous ai déjà donné les chiffres. Nous avons aussi déployé les mesures qui consistaient à marquer des pauses sur les remboursements de crédit. Ces pauses de 6 mois, aujourd'hui, sont adaptées, je vais y revenir. Il y a des pistes d'évolution qui sont à l'étude. Le maintien des couvertures d'assurance en cas de non-paiement des primes et l'exonération des frais de location. Sur ces pauses de crédit, on a déjà, sur certaines de nos caisses régionales, imaginé pouvoir aller sur des durées beaucoup plus longues de 12, 18, voire 24 mois. Sur tout ce qui concerne maintenant… Excuse-moi, peut-être une question. Oui. Est-ce que tu ressens une baisse dans les demandes de prêts garantis par l'État? J'imagine qu'il y a eu une montée en charge hyper rapide. Est-ce que là, on sent une baisse? Eh bien non, justement, on est en train de connaître une deuxième vague. C'est-à-dire que les clients n'ont pas forcément demandé le maximum de l'enveloppe, 25% du chiffre d'affaires,
Et aujourd'hui, dans leur anticipation, l'anxiété montant, et puis les frais qu'ils vont devoir engager pour respecter les conditions de réouverture Covid, les amènent à actionner une deuxième levée sur cette enveloppe de PGE. Et ça, pour la boucler en disant que plus ils demandent des montants importants, plus ils s'interrogent quant à la manière dont ils pourront les rembourser. Donc, ça fait le lien un peu avec ce qu'on voit, ce qu'on imagine comme mesure complémentaire et puis pour l'avenir, c'est que il y a déjà des syndicats professionnels qui demandent à ce que ce PGE il soit davantage adapté à l'industrie touristique, qu'on puisse aller sur des enveloppes légèrement plus importantes, mais surtout qu'on aille rajouter un an de différé pour que 2021 soit une année de reprise et pas forcément du niveau de ce que l'on avait connu avant, et pouvoir par la suite rembourser sur un amortissement de 8 ans. Donc, le Crédit Agricole pousse à fond derrière cette évolution des PGE, en sachant que si ça ne devait pas se manifester, nous mettrions, nous, en place une offre dédiée avec des caractéristiques proches de ce que je viens d'évoquer. Je me permets de te couper. Il y a des questions, donc je vais les poser. Est-ce que les banques peuvent se positionner sur un taux sur les PGE au-delà d'un an? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est les entreprises de plus de 20 salariés sont les grandes oubliées des mesures mises en place. Pensez-vous que ce point-là va évoluer dans les prochaines semaines? Alors, sur la première question, c'est sur les taux. Sur les taux, le taux du PGE, enfin, du prêt amortissable qui s'enchaînera après la première année de différé, il sera connu au moment de la mise en place. Bon, en sachant que aujourd'hui on est sur des niveaux de taux qui sont relativement bas et bien évidemment le taux il sera pas hors marché. Donc nous sur les hypothèses sur lesquelles on travaille, dans le cas où il n'y aurait pas cet aménagement des PGE, on sera sur des taux aux alentours de 1%. Donc, c'est des taux relativement bas et qui sont des taux de marché, quoi. OK. Et sur les aides, il n'y aura pas une mauvaise surprise au bout. Mais est-ce qu'on pourra, dans un an, sur 5 ans, arriver à rembourser 25% d'un chiffre d'affaires? C'est ce point-là qui fait vraiment peur. Ouais. C'est la vraie question et la problématique aussi des fonds propres des entreprises, puisque ce PGE viendra quelque part gonfler l'endettement des acteurs qui vont avoir en face des fonds propres qui auront pris un sacré coup lié à cette crise. Il va bien falloir trouver des solutions pour continuer à les accompagner. Au-delà de gonfler leur endettement mécaniquement, il faudra plus durablement trouver des solutions de fonds propres, je pense, qui permettra de repartir un peu plus serein sur l'avenir. Enfin, je fais juste cet aparté. Les chambres de commerce réfléchissent à un fonds européen qui permettrait de prendre en charge une partie des endettements bancaires dans cette filière et les porter sur des durées plus longues, voire très longues, de manière à ce que ces entreprises ne soient pas dans une situation où elles ne pourront pas, dans les 5 ou 8 années à venir, faire de l'investissement. Parce qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui meurt. Et donc, ça fait partie disons que c'est quand on réfléchit au coup d'après. Tout à fait. Malgré tout, peut-être juste pour vous faire partager la vision de Philippe Brassac, qui est le directeur général du Crédit Agricole,
il déclarait récemment que maintenant nous allions rentrer dans la phase économique de la crise. Cette crise, elle est inédite par sa violence et sa mondialisation, mais d'un autre côté, cette crise, elle est pilotée depuis le départ avec un arrêt volontaire de l'activité. Donc aujourd'hui, le but maintenant, c'est que tout ceci reparte quand le scénario sanitaire le permettra. C'est jouable et ça doit marcher, mais à condition que les acteurs économiques et les banques en premier chef réussissent cette manœuvre qui consistera à transporter un maximum de cette économie qui fonctionnait avant sur l'après-crise. Et toute la difficulté, elle va être là, et c'est le chantier sur lequel on n'a pas le droit de se louper. Parce qu'autrement, c'est 30% de professionnels qui disparaîtront. Complètement. Peut-être faire un petit sondage juste là, lié aux dispositifs qui ont été mis en place, parce qu'on peut quand même le saluer. Hein. Enfin, moi, je suis assez impressionnée de voir avec quelle rapidité les banques se sont mis en ordre de marche. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il y a Eric qui est parmi nous, mais on peut quand même tous saluer cet effort qui a été fait. Au-delà du PGE, il y a énormément de dispositifs qui ont été mis à disposition, de chômage partiel, de report de charges. Alors, certes, ça ne résout pas tout, mais en tout cas, ça a eu le mérite de gérer l'urgence. Donc, je vais lancer le 3e sondage. Jugez-vous les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics, tels qu'on les a décrits, inadaptés et insuffisants? Ce serait un peu dur, mais il y en a quand même qui le sélectionnent actuellement. Adapté mais insuffisant, adapté et suffisant. Je vous laisse répondre. Mais je pense qu'on imagine tous quelle réponse va l'emporter. Je mets fin au sondage. Donc, 79% ont trouvé que c'était adapté mais insuffisant. Alors, on m'a demandé de dire combien il y avait de votants à chaque fois. Donc, les précédentes fois, je ne l'ai pas dit. Donc là, il y a 89 personnes qui ont voté. Il y a 79% donc, qui ont trouvé que c'était adapté mais insuffisant, 6% inadapté et insuffisant, et 16% adapté et suffisant. Alors, je suis un peu surprise parce qu'on est 200 participants encore en ligne et il n'y a que 89 votants. Donc, ça n'a pas suscité un grand intérêt, en tout cas a priori. Donc, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord. Il faut dire ce qui est. Ils ont fait ce qu'il faut sur les aides, sur la gestion de l'urgence. Reste à savoir ce qui va être mis en place dans une deuxième phase pour relancer les activités. Je te repasse la parole, Eric. Oui, ben les mesures d'anticipation, je viens d'en évoquer une bonne partie. Aujourd'hui, ce que cherche le Crédit Agricole, c'est territoire par territoire à s'adosser à des concours qui sont déjà mis en place par les fonds régionaux. Il y a l'adossement aussi au prêt moyen terme tourisme de la BPI. Et après, il nous faudra aussi travailler, alors ça c'est le banquier assureur qui parle, à la couverture assurantielle des événements exceptionnels, dont les pandémies, parce que ce qui peut arriver, même si on n'a pas de deuxième vague, mais c'est que ce type de pandémie, j'espère, ne deviendront pas fréquents, mais se reproduisent dans le temps. Et on a bien vu qu'on n'était pas préparé. Après, plus globalement, sur les mesures d'État, je crois que notamment le PGE, il a été pris avec une vision de cette crise sanitaire début mars, quoi. Aujourd'hui, Didier a longuement insisté là-dessus, mais si dans les 15 jours qui viennent, on n'a pas une vision claire du démarrage du feu vert donné
aux activités de restauration, de la capacité qu'auront les touristes à se rendre sur les plages, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et on a sur des secteurs bien particuliers du tourisme des années blanches qui sont quasiment actées. Vous prenez l'hôtellerie lourdaise et le tourisme culturel, il n'aura pas de saison, il n'y aura pas de saison à Lourdes. Le sanctuaire n'ouvre pas, il n'y aura pas de saison. Le thermalisme est aussi dans une grande incertitude. Est-ce qu'ils vont pouvoir redémarrer et à quelle date? Donc, c'est tout. Aujourd'hui, ce qu'on attend le plus, c'est des décisions et une vision plus claire de l'avenir. Je pense qu'on est tous en phase sur ces attentes-là. Si tu as terminé, Eric, je vais passer la parole à Adrien, notre entrepreneur. On voulait terminer ce webinaire avec le témoignage d'Adrien Pujol qui nous apporte sa vision de la reprise et comment il entend reprendre son activité dans son groupe. Alors, avant que tu commences, il y a des questions qui me semblent te sont plus destinées, Adrien. Je vois beaucoup de questions sur l'idée d'un label qui pourrait se mettre en place et qui pourrait rassurer les touristes. Bonjour à tous. Voilà. Merci Julie. Bon, si je ne vais pas me présenter, vous avez la slide devant. Le label, c'est quelque chose, moi, sur lequel je crois aujourd'hui et j'essaie de militer à mon niveau pour une mise en place. Mais plus loin que le label, cette crise, c'est une opportunité aussi. Je suis chef d'entreprise à la tête d'une entreprise familiale qui a presque 60 ans, troisième génération. Des crises, on en a vu, je me rappelle, en 92, 93, post-guerre du Golfe. Mon père essuyait les verres, enfin toute la famille mobilisée pour passer les moments. Je pense que c'est un moment aussi, voilà, où il faut se mobiliser et travailler ensemble, aussi bien à l'échelon de l'entreprise, se réinventer, mais surtout au niveau du territoire. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la crise, elle a été gérée au niveau du gouvernement, avec les bons côtés, les mauvais côtés. Et moi, à titre personnel, je pense qu'il y a eu un travail admirable de fait au niveau des mesures et de la réactivité au début de la crise. Maintenant, on ne peut pas être tout le temps géré par Paris aussi. Et maintenant, c'est au territoire, quelque part, de prendre la main. Et pour ça, on a une multitude de réseaux à notre disposition dans la région Occitanie, que ce soit au niveau régional qu'au niveau local. Et notamment, moi, je voudrais appuyer, parce que je suis hôtelier et restaurateur, mais nous faisons partie d'une chaîne, le tourisme, avec plusieurs maillons. Et comme toute chaîne, s'il y a des maillons plus faibles, la chaîne sera à ce niveau-là. Donc, il faut réfléchir aussi avec tous les acteurs de la filière et la culture aussi. Donc, il faut avoir une approche très, je dirais, locale, en mode guérilla. Sortir la grande armée à un moment donné pour battre un virus qui est un peu invisible, etc., c'est quasiment impossible. Par contre, au niveau local, par le biais de label ou pas, je vois les questions par rapport au coût, mais en tout cas par rapport à l'information, par rapport aussi à l'éducation des uns et des autres dans la filière. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple à Carcassonne, au niveau du club hôtelier, et là je remercie un des membres chez qui on va pouvoir aller voir la mise en place du protocole sanitaire, la réalité, parce que quand on ouvre le protocole sanitaire, on est souvent la tête dans le guidon, on est des petites entreprises. Dans le tourisme, vous lisez et vous vous faites peur. Dire comment je vais faire pour redémarrer, comment je vais faire pour mettre tout ça en place. Et une des choses, c'est de travailler ensemble au niveau des clubs en local et des syndicats aussi et de la CCI pour pouvoir mettre les bonnes pratiques et aller voir chez les uns, chez les autres. On a arrêté de travailler, nous, le 17 mars. J'espère reprendre, que les restaurants rouvriront mi-juin.
Et je crois qu'il faut tous pousser là-dessus pour que ça se fasse quand même le plus rapidement possible. Mais on a passé le premier mois qui était un mois où on sauve l'entreprise, on a qu'est-ce qui va se passer, etc. On a un peu de temps aussi pour travailler ensemble et réfléchir et prendre des bonnes pratiques et aller voir les uns chez les autres comment ça se met en place et surtout avoir une approche de destination quelque part, une approche de destination exemplaire dans le traitement de la crise sanitaire et de l'information qui va avec, le protocole, etc. et d'être tous responsables. Alors, justement, j'ai un dernier sondage à vous proposer qui est sur ce thème-là. Donc, ce sera intéressant de voir la réponse. Dans le contexte actuel, associez-vous les institutionnels locaux à votre démarche de reprise? Oui, beaucoup. Oui, un peu. Non, pas du tout. Ce sera intéressant de voir si, comme le groupe Cité Hôtel, les acteurs du tourisme sont en lien direct dans le cadre de cette crise. Ça répond encore. Je vais laisser un peu de temps. Bien, ça ne vote plus. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vous le partage en direct. Donc, il y a simplement 54%, mais c'est déjà pas mal, qui disent oui, beaucoup, 33% oui, un peu, et non, pas du tout, sur un panel de 120 votants. Moi, je pense que la clé, elle est vraiment là de prendre le temps et d'avoir cette union sacrée un peu, en tout cas dans nos métiers, avec l'information qu'il y aura, et d'être vraiment, je le redis encore, tous responsables pour finalement pas être traités par des enfants, par l'administration. Un autre cas, c'est travailler également en local avec donc les mairies, les préfectures, pour pouvoir d'inclure les professionnels, pour pouvoir apporter notre vision également de la gestion des flux, parce que la grosse peur, c'est la gestion des flux. Nous avons 3 établissements au cœur de la cité médiévale qui reçoit 2 millions de visiteurs par an. Cette année, certainement, il y en aura moins. Mais voilà, par où on les rentre, par où on les sort. On a d'autres projets derrière, par exemple l'opération Grand Site. Pourquoi ne pas capitaliser là-dessus et avoir un autre itinéraire de sortie qui s'inscrit également dans un développement à plus moyen terme. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que l'année, voilà, pour tous, elle sera, je dirais même pourrie, et que le risque, comme tous les autres intervenants ont dit, c'est préparer le moyen terme. À ce niveau, c'est également en échangeant avec nos CCI, syndicats, etc., qu'on apportera la réponse et en tout cas tout ce que l'on doit faire pour pouvoir passer le moyen terme, les remboursements de PGE, etc. Et en tout cas pour l'Occitanie, qui a quand même une grosse saisonnalité, un gros business d'été, comment on passera l'hiver et les hivers suivants sans oblitérer nos capacités de rénover nos établissements et d'investissement. Ensuite, Julie, peut-être on va passer à la slide d'après où je vais juste partager avec vous comment on le travaille, nous, cette sortie de crise. Alors, bien sûr, c'est se réinventer là-haut. Quelles sont les nouvelles tendances, le local, le digital. On a en France des outils énormes en termes de digital. Par contre, l'utilisation, et on le voit depuis cette crise, on participe tous à des webinaires et à des vidéoconférences. L'utilisation de l'outil digital, elle n'est pas au top, alors qu'on a l'infrastructure pour. On est un des pays avec de superbes boîtes là-dessus en France, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire dans l'éducation. Alors, nous, ce qu'on a pris dans l'entreprise aussi, passer bien sûr les premiers mois de difficulté. Il y a un problème. Je continue. Passer le premier mois de difficulté, on a réfléchi un peu à qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour la pré-crise, tout en ayant cette notion d'incertitude. Et parmi les choses, c'est la notion de formation.
aussi des équipes, contacter nos OPCA, le FAFI dans notre cas, pour pouvoir faire des formations à distance, que ce soit sur les langues. D'autres choses que l'on est en train de mettre en place, c'est sur l'utilisation aussi au niveau des équipes du digital, que ce soit des choses basiques, Word et Excel. Mais aujourd'hui, si on demande à nos équipes d'être responsables, de piloter, il faut leur donner tous les moyens. Un point que je voudrais mettre aussi en avant, c'est quand je parle des talents, c'est le burn-out. Pour ceux qui ont passé les 2 derniers mois à sauver l'entreprise, à travailler avec l'incertitude et à qui on va redemander dans 1 mois ou 15 jours de remettre du charbon dans la machine pour pouvoir redémarrer, il faut bien prendre ça en considération parce qu'on a eu des niveaux de stress et d'incertitude qui font que certaines équipes peuvent en ressortir un peu plus fragilisées. Ensuite, je voulais vous parler donc du protocole sanitaire. Je vous ai expliqué ce que l'on on va essayer de mettre en place à Carcassonne là, avec la visite dans des établissements de mise en place de protocoles pour aider, pour que tous les acteurs soient le mieux préparés possible. Bien sûr, mais c'est un peu la palisse, tout ce que je vous explique. En commercial, en marketing, nous, nos clients à Carcassonne, c'est à 60% de la clientèle internationale. Donc, il restera une partie des 40%. Et si on regarde le verre à moitié plein, plus de place pour avoir de la clientèle française. Donc, c'est mettre en place du travail de commercialisation en zone primaire, sachant qu'un hôtel à la base fait partie d'un quartier, d'une rue, d'une ville et doit être un lieu où les gens peuvent venir se rencontrer avec une offre d'animation à mettre en place. Et je recommande à tout le monde, que ce soit restaurateur, site touristique, hôtelier, gîte, vraiment de prendre en compte l'animation sur son site. Les campings le font déjà très très bien depuis plusieurs années. Nous, hôteliers, on commence, mais si on veut avoir la clientèle locale, sachant que cet été, la plupart des gros événements sont aujourd'hui annulés, j'espère qu'il y aura de l'événement culturel à petite jauge pour qu'il se passe quelque chose dans nos destinations, mais à nous aussi, dans nos établissements, de proposer quelque chose de nouveau, d'en faire vraiment ce qui était les tendances des dernières années, un lieu de vie. Alors, justement, sur ce sujet-là, il y a une question qui vous est adressée. En plus des actions sur l'hygiène de distanciation, quelle va être la communication du groupe Cité Hôtel pour relancer la fréquentation ou avoir une différenciation par rapport à la concurrence dans un contexte identique pour tous? C'est un restaurateur de Toulouse qui vous interroge. Alors, en termes de communication, on va informer, comme a dit Didier Arino, on va informer ce que l'on fait et la mise en place des protocoles sur nos sites internet avec pop-up, sur les réservations, avec de l'affichage dans les hôtels. Alors ensuite, est-ce que ça va nous différencier de notre acteur sur la destination? C'est pas forcément ce que l'on recherche. Moi, c'est pour ça que la notion de label, quelque part, m'appelle, parce que je pense que c'est une destination dans l'ensemble qui doit peut-être se démarquer. Tous les départements de France aujourd'hui, toutes les localités vont avoir un plan de communication. C'est surtout à l'échelle du territoire, je pense, que l'on peut se démarquer plutôt qu'à l'échelle individuelle de l'établissement. Ok, merci. J'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Je continue un peu, si vous voulez, sur la communication. On a essayé de garder le lien. Alors, la communication, il y a toujours deux aspects. C'est pareil pour le protocole sanitaire, quelque part. Dans nos métiers, il y a le front et le back. Le front office, c'est les gens en contact client et le client. Et le back, comment nos équipes, comment elles appréhendent la situation. Donc, on a une communication un peu à deux vitesses, enfin pas à deux vitesses, sur deux canaux, auprès des clients en montrant les actions que faisait, on a décidé de faire pas mal d'actions solidaires parce qu'on en avait aussi les moyens et l'envie. Donc ça fait partie de garder le lien avec les clients par le biais des réseaux sociaux, de la presse, etc. En interne, on a eu toutes les 3 semaines, on a un échange avec toutes les équipes, avec des news de ce qui se passe.
Ensuite, on a fait des audioconférences avec tous les collaborateurs du groupe, structure par structure, avec des questions-réponses, avec une information encore, qu'est-ce qui se passe pour ne pas laisser les équipes chez elles et additionner de l'incertitude et du stress. Et maintenant, la communication, c'est le plan sur les 4 mois, aussi bien aux équipes la semaine prochaine, maintenant que nous avons décidé de nos dates d'ouverture, mais également auprès des clients. Autre point, la RSE, moi je suis ancien JD du Centre des jeunes dirigeants et donc c'est une notion très importante, l'entreprise comme entité vivante, comme communauté d'intérêt. Donc je vous ai parlé des actions solidaires et également avec les nouvelles tendances, chez nous, c'est un moyen de faire une rupture. J'ai des restaurants où on travaillait des produits nationaux en termes de volailles ou de poissons, etc. Les cartes cet été, on les a toutes revues et on va faire du local, la pêche de Port-la-Nouvelle, les volailles du Lauragais. Voilà, on va vraiment jouer sur cette tendance-là parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est cette chaîne de valeur économique avec les petits producteurs, tout le monde, qui amènera quelque chose de vertueux aussi pour la destination. Une autre nouveauté sur laquelle on travaille, c'est tout ce qui est, par exemple, on utilise nous des voiturettes pour transporter les clients. Peut-être c'est le moment de passer à l'électrique. On se demandait, on le faisait, on le fait pas. On voyait souvent tout ce qui est compliqué à mettre en œuvre. Là, c'est une rupture, c'est une réouverture d'un hôtel. On le prend comme ça. C'est un nouveau business. On a très peu de visibilité sur les réservations. Et là, je parle de l'hôtellerie en général et pas forcément des campings comme l'a dit Didier. Donc, on se donne on va essayer de se donner les moyens pour affronter ce nouveau monde. Ensuite, la dernière partie, c'est les opérations, rétro-planning, checklist de tous les points à faire pour une ouverture d'hôtel. Et ça également, c'est des éléments que l'on partage avec nos confrères qui ne sont pas tous affiliés. Moi, j'ai certains de mes établissements qui sont affiliés à des groupes hôteliers par le biais de contrats de franchise. On a beaucoup d'informations à ce niveau-là, mais il faut la partager aussi avec les autres acteurs de la destination le plus possible pour pouvoir avoir une destination responsable et que l'on déconfine et que l'on enlève toutes ces barrières au mouvement le plus rapidement possible et que finalement que l'on prenne tous en compte que les gestes barrières, c'est ce que l'on fait chez soi normalement. Et là, il faut les appliquer un peu plus, bien sûr, dans nos établissements. Un autre point, c'est tout ce qui est maintenance. Les établissements vont être arrêtés au total pendant 3 mois. Il y a un gros check-up des machines, de tout ce qui est, bien sûr, ventilation, légionellose, etc., pour pouvoir être le jour J de l'ouverture bien en place et avoir profité de ce moment-là pour pouvoir faire toute cette maintenance préventive, on va dire. Et dernier point, là c'est le plus incertain, les prévisionnels. Je crois qu'on en est à notre 4e mouture en 1 mois et demi. Plus ça va, moins ça va en termes de visibilité et de perte de chiffre d'affaires. On sait que l'année, elle va pas être bonne, ça c'est sûr. Je pense que la filière tourisme, en travaillant tous ensemble du territoire jusqu'à Paris, si on communique ensemble, on sera soutenu. Je crois que c'est la volonté quand même des institutionnels. Il y a à l'étude aussi, je crois, un plan de tourisme au niveau européen, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va être écouté. À nous de faire remonter après et d'avoir un suivi régulier avec nos institutions de nos situations. Tu as le micro coupé, Julie. J'avais mis mon micro en sourdine pour pas déranger les propos. Merci beaucoup, Adrien, pour ce mot de la fin qui finit sur une note d'optimisme. J'ai 2 autres points à dire, si c'est possible, pour conclure. Oui, bien sûr, bien sûr. Chez nous, le poids des mesures du protocole sanitaire, et je pense que ça sera pour beaucoup, ça a un coût pour la réouverture. Ça va un coût qui va peser aussi pendant les 6 prochains mois. On est aujourd'hui, quand je l'évalue, parce que je vous recommande à tous, vous avez reçu par les différents réseaux le mail de la BPI demandant
plusieurs informations économiques sur vos établissements. Et c'est ce qui me fait dire aussi qu'on va être accompagné en tout cas sur les 2-3 ans à venir pour passer cette vague et potentiellement renégocier les emprunts que l'on a en cours. C'est un poids de 3 à 6% du chiffre d'affaires aujourd'hui, ce qui est à peu près pour mes établissements identique au coût des commissions booking en général. Et les deux derniers mots, je voudrais quand même remercier mes équipes pour celles qui participent au webinaire, en tout cas qui l'écoutent, pour tout le travail remarquable qu'elles ont fait depuis 2 mois et tout ce qui reste bien sûr à faire. Et le dernier mot, c'est profitez-en pour voyager en Occitanie cet été. Voilà, c'est le local avec la voiture, sans train, la voiture ou en vélo d'ailleurs, et faire plusieurs étapes dans la région, et ça aidera bien sûr tous les acteurs de la filière. Merci beaucoup. Encore une fois Julie. pour ce nouveau mot. Oui, j'entends Didier que vous avez la volonté de reprendre et de dire le mot de la fin en ce qui vous concerne aussi. Non, j'ai pas cette prétention de dire le mot de la fin. C'est juste voilà, mon mot de la fin. Oui, d'abord pour ceux qui s'en sortiront cette année, c'est-à-dire le plus grand nombre quand même, je crois qu'effectivement, ça peut être une opportunité compte tenu des aides qu'il y aura et de la mobilisation qu'il y a de BPI et du ministère de l'économie, de pouvoir repartir sur un nouveau modèle, y compris d'investissement. Un mot aussi qui me semble fondamental, c'est tout ce qui est label, et notamment sur les labels environnementaux. Le grand intérêt, c'est au-delà de la communication vis-à-vis des clientèles touristiques, ça permet aussi de faire des économies d'énergie et de rentrer dans des procédures qui sont des procédures beaucoup plus vertueuses. Ça sera fondamental à la fois pour les clientèles françaises, mais pour les clientèles étrangères. On a fait une étude sur le tourisme et l'environnement et on voit que c'est un élément majeur, et notamment aussi pour les clientèles les plus jeunes. Et puis, donc, allez-y, parce que ce soit les labels comme Green Globe, des labels. Et puis, il y a un gros travail de mise en réseau de cabinets d'études en ce moment, où on est en train de travailler sur des labels globaux, y compris sanitaires, pour des destinations ou pour des opérateurs, en se donnant pour objectif d'être prêt d'ici 3 semaines, parce que ça va être, et qui donne des procédures et qui donne aussi une visibilité vis-à-vis des clientèles. N'oublions pas que cette année, le premier élément, ça sera de rassurer les clientèles. Voilà, en 2 mots. Et puis, si vous voulez suivre notre actualité ou des éléments, des derniers chiffres, vous pouvez aller sur le Twitter de ProTourisme ou le mien, hashtag Didier Arino, et aller sur les réseaux sociaux. On n'hésitera pas à communiquer, pas systématiquement, mais quand on estime avoir une petite info à donner, on le fait avec grand plaisir, donc de façon à ce qu'on puisse rester en contact et à nous remonter toutes les informations du terrain. Opérateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos chiffres, vos éléments, vos messages. Et puis, bien sûr, chaque fois qu'on pourra le relayer et que ça aura du sens dans des interventions, on le fera avec plaisir. Moi, je suis persuadé qu'on peut ressortir plus fort à une seule condition, c'est que les pouvoirs publics ne mettent pas trop de bâtons dans les roues. D'un côté, il y a les aides de BPI et du ministère de l'économie, ça c'est super. De l'autre côté, on peut dire qu'il y a une grosse carence. Voilà. Très bien, merci beaucoup Didier pour cette note aussi qui nous remotive tous. Je pense qu'on pourrait conclure en disant qu'il faut que chacun des acteurs prépare au mieux cette reprise en tenant compte de ses contraintes, de son secteur d'activité, de ses réservations, et que la réponse à la reprise ne sera forcément pas la même, quel que soit le secteur qui est concerné ou la typologie d'acteurs qui est concernée. On peut dire aussi que la tendance du tourisme durable et responsable est en train de s'accentuer, donc il faut aller sur cet item-là. D'ailleurs, je vois dans les commentaires qu'on commente les propos d'Adrien qui, dans sa liste des moyens de se rendre sur son lieu de villégiature, a oublié les voies fluviales. Donc, c'est aussi
une possibilité qui s'offre à nous. En tout cas, il faut oser. Je vous souhaite à toutes et à tous une reprise et qu'elle soit bonne et la meilleure possible. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.